Qui parmi vous pense que c'est la crise aujourd'hui? Beaucoup, je pense. Qui pense que la vie est une vie difficile, que la vie est laborieuse, que nous devons absolument souffrir pour pouvoir vivre heureux? Eh bien, vous voyez, tout ça, ce sont des pensées, ce sont des choses que nous avons construites par nous-mêmes. Une fois n'est pas coutume. Une expression que j'aime bien. Parce que 2 fois déjà, ça commence à devenir une habitude. On commence déjà à rentrer dans une routine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler haut et fort. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui et que cette responsabilité, je la prends très au sérieux. On va partir ensemble de là où nous sommes pour faire ce chemin. Un chemin, on va essayer de le prendre sans peur. Aller droit au cœur et droit au but. Il y a 1 an, j'étais venu ici par l'intermédiaire d'une dame, Colette, qui m'a dit « Viens à Horizon et Civilisation ». Et j'ai découvert un espace d'expression. J'ai rencontré un ami. Et j'ai rencontré des amis. Aujourd'hui, Horizon et Civilisation est le premier événement qui me donne la parole et qui me permet de m'exprimer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je prends une caméra? Parce que je vais le diffuser sur Internet et je vais inviter des gens à venir prendre la parole. Je vais inviter des personnes à venir s'exprimer. Une chose essentielle. Commençons. Avant de venir ici, je prenais tellement cette chose-là au sérieux que j'ai écrit 5 discours différents. Ce matin, lorsque je les ai regardés, je me suis dit lequel est-ce que je choisis? Je me suis rendu compte que tout avait déjà changé. L'histoire a déjà changé, la mémoire a déjà changé. Alors qu'est-ce que j'allais dire? J'ai commencé à écrire quelque chose. Mais pendant que je vous écoutais, les choses ont changé absolument. Parce que nos psychés se sont rencontrés, parce que votre connaissance m'a aidé à évoluer, parce qu'on a parlé d'innovation, on a parlé d'anthropocène, l'homme qui fait le monde, l'homme qui influence le monde de manière significative. Et quelque part, je dirais, nous ne sommes pas encore à l'anthropocène. Nous sommes encore à une étape où l'ego et l'orgueil prennent le pas sur nos vies. Nous sommes à l'égocène. Jusqu'au jour où nous prendrons la parole pour pouvoir dire ces vérités qu'on a en nous, pour pouvoir dire véritablement qui nous sommes, alors nous serons dans l'anthropocène, là où l'homme véritable existe. Et je pense, et je vous le partage aujourd'hui, c'est que la seule vérité valable, c'est celle que vous avez tous, c'est celle que nous avons tous dans nos poitrines. Comment est-ce qu'on peut reconnecter notre mémoire? Comment est-ce qu'on peut reconnecter nos racines à ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui dans une culture de l'oubli où nos actions, nos paroles, nos souvenirs ne servent qu'à montrer que nous avons raison, que nous faisons partie d'une communauté, d'un parti, d'une religion. Mais voilà, on peut parfois reconnecter ses connaissances, son expérience et l'expérience des autres, l'observation qu'on a du monde, la capacité qu'on a à observer, à porter notre attention sur quelque chose pour retenir le message. On peut utiliser ça pour notre moment présent. Moi j'appelle ça la bibliothèque de notre expérience accélérée. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On a une bibliothèque. Cette bibliothèque de connaissances, c'est la connaissance du monde entier. C'est notre connaissance qu'on a en nous, que l'on peut utiliser pour chercher, rechercher, progresser, pour avancer. Alors je suis, je pense, le plus jeune intervenant dans cet espace. Et j'en suis vraiment reconnaissant à Dominique de m'avoir invité. Et à vous tous de m'accueillir ici aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, et j'aimerais faire ça, ce serait un de mes souhaits, que ce soit la fin des orateurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais se déroule à Bordeaux le TEDx Bordeaux, qui porte sur rebond et rebondir et tomber et rebondir. Je pense que c'est une injustice, quelque part,
Parce qu'on donne toujours la parole aux mêmes personnes. Parce qu'il y a une sélection dans notre capacité à donner la parole à certaines personnes uniquement. Alors que la citoyenneté, alors que ce pouvoir de la parole appartient à tous. J'en suis à 5 minutes, hein. J'ai encore 5 minutes je crois. D'accord. Mon titre. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire très simple. Comment est-ce qu'on peut transformer un truc qui nous arrive en quelque chose d'enthousiasmant, en un message? Hier, j'étais avec un couple qui a assisté à Horizon et Civilisation, juste avant que j'intervienne en tant que modérateur. Je leur posais la question suivante: pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous motive à venir ici? Ils disent: ben voilà, on a connu l'année dernière et puis on vient se nourrir d'idéologies pas comme les autres. Je leur dis: très bien, qu'est-ce que ces idéologies-là vont vous apporter? Qu'est-ce que ces idées vont pouvoir vous apporter? Quel est le message que vous avez à transmettre? Et ils m'ont dit: on fait ça quelque part de manière un peu égoïste. On n'a pas véritablement d'action, on n'a pas véritablement de choses à transformer, à créer, à agir, sur lesquelles on peut agir. Et vous savez quoi? Ça, c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réalisé plus de 300 vidéos de personnes, d'interviews, dont plus de 80 sont sur YouTube, où j'entraîne les gens à dire: quel est votre message? Quelle est l'action que vous aimeriez faire passer? Mais personne n'est inspiré. Il faut que j'entraîne la personne, pour ces 10 dernières secondes, va transmettre son message. Sans avoir à introduire, à dire voilà, il faut pas, est-ce que je dois dire, est-ce que je dois pas dire, comment je dois faire, douter, ne pas douter, quoi faire. Et c'est alors qu'on délivre ce message qu'on peut, eh bien, voir si on existe vraiment. C'est un peu un test. Le test de voir si on existe vraiment. L'année dernière, en 2013, j'ai passé 4 mois sans papier. La préfecture m'a laissé sans carte de séjour, ni récépissé. Donc, je n'existais nulle part, dans aucun fichier. J'étais viré de toutes les institutions, impossible de travailler, impossible d'avoir une vie professionnelle, on va dire. Et là, je me suis posé cette question. Je me suis dit: comment est-ce qu'une simple carte peut donner un sens à mon existence? Est-ce que j'existe simplement parce que j'ai une carte dans ma poche? Est-ce que je suis citoyen simplement parce que j'ai été accepté par un groupe? Ou alors parce que j'ai une carte d'électeur? Est-ce que j'ai le droit d'agir sur mon environnement simplement parce qu'on me l'a permis, simplement parce que j'en ai le pouvoir et l'argent? Je pense que tout le monde a ce pouvoir-là, aujourd'hui. Je pense que tout le monde a le pouvoir d'agir sur son environnement, sur son passé, sur l'histoire qu'il a à transmettre, sur l'héritage majeur qu'il a à transmettre. Non pas un héritage égotique, basé sur les discours mentaux, mais un héritage qui lui est propre, de son expérience, ce qu'il a appris dans sa vie, dans toutes les expériences qu'il a pu vivre. J'interrogeais une personne, un ami, c'était il y a quelques mois, Michel. Et Michel racontait que, vous pouvez le voir dans la vidéo YouTube, hein, il racontait qu'il a passé une grande partie de sa vie en hôpital psychiatrique, et à un moment donné, il y a une transformation qui se produit dans son histoire. Il dit: on m'a offert un paquet de lentilles. Je lui dis: ah. Et ce paquet de lentilles, je commençais à le cuisiner. J'ai cuisiné, j'ai fait 1 recette, 2 recettes, 3 recettes, je l'ai partagé, ça m'a enthousiasmé, ça m'a donné de l'espoir, et j'ai continué. Et finalement, son histoire a été transformée quand il a raconté ça. Et bien cette transformation, aujourd'hui, on peut la vivre dans notre histoire. Dans les injustices qu'on a vécues, dans l'histoire fratricide de l'humanité, qui à chaque fois, par l'économie, par des raisons égotiques, a réussi à anéantir ce qui nous reste d'humanité. On peut trouver de bons messages, on peut trouver de bons enseignements à transmettre. J'en suis à 9 minutes. J'ai encore 5 ? Allez. Mon souhait aujourd'hui est le suivant. Le souhait que je fais à toutes les personnes qui font des TEDx, à toutes les personnes qui veulent s'exprimer et qui pensent ne pas pouvoir. Faites-le. N'attendez pas un moment propice, n'attendez pas une tribune, comme j'ai eu la chance de l'avoir aujourd'hui. Faites-le. Faites-le avec vos amis, faites-le avec vous-même.
Pour être un groupe, il faut être deux, dit-on. Mais ne sommes-nous pas bâtis de cellules, de milliards de cellules? On est déjà un nombre. On est déjà entier, complètement fondé en nous-mêmes, complètement enraciné. Il nous suffit simplement d'éclore maintenant. Il nous suffit simplement de donner une impulsion pour pouvoir dire, voilà, maintenant j'existe. Et je dis ça à tous les gens qui nous regardent, hein, aujourd'hui, demain et après-demain, si ça se trouve. Que l'espérance souffle, que les cœurs s'ouvrent et que liberté soit. Aimé Césaire disait ma bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ma bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix est la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Aujourd'hui, ça c'est terminé. Vous pouvez prendre la parole. Aujourd'hui, j'ai la chance, avec un bac+5, avec l'expérience de serial entrepreneur que j'ai, d'être parmi des personnes qui sont professeurs, qui sont enseignants, qui sont dirigeants, et d'avoir un espace de parole. Je pense que si je n'avais pas eu de diplôme, si je n'avais pas eu d'expérience, ça aurait été pareil. Donc j'invite tous les gens qui pensent qu'ils ne sont pas écoutés parce qu'ils n'ont pas la science, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils n'ont pas le charisme pour pouvoir parler, de prendre la parole et de raconter leur histoire, et de raconter cette transformation qu'ils vont vivre à l'intérieur de leur histoire. Cette transformation à travers l'expérience, pour aller vers l'action, pour dire voilà, j'ai vécu ça, j'ai appris cette leçon, mon message c'est ça, et maintenant j'aimerais aller dans cette direction-là. Toutes ces personnes-là, eh bien, on peut les inviter. Et ça, c'est la porte d'accès à la libération. Mais avant, il faut nous reconnecter avec nos racines. Je passais par la ville de Mérignac l'autre jour, et j'étais stupéfait d'une chose que je n'avais pas remarqué avant, c'est que j'habite Mérignac depuis 20 ans et je connais la place et sa transformation. Aujourd'hui, si vous passez par la place de l'église, vous allez voir des arbres qui sont plantés dans des pots et qui sont posés sur du bitume. Quelle idiotie! Quelle imbécilité heureuse! D'aller planter un arbre dans un pot et de le mettre sur du bitume. Ne devons-nous pas être enracinés en nous-mêmes? Ne devons-nous pas être connectés à notre propre histoire? Pourquoi est-ce que l'on va se mettre en cage? On a le choix aujourd'hui, même parmi la foule qui a un certain comportement, d'opter pour notre propre comportement, d'avoir notre propre personnalité. Et c'est ça la vraie valeur d'un être humain. Ce n'est pas de suivre, ce n'est pas non plus de diriger, mais c'est de maîtriser ce qu'on est soi-même. Et d'exprimer ce qu'on est soi-même. J'ai une amie qui m'a envoyé par Facebook il y a 3 jours une image impressionnante. C'était une image de la Seconde Guerre mondiale où des gens faisaient le salut nazi, et parmi ces gens, entourés dans un cercle, un monsieur qui ne faisait pas ce salut nazi, dans cet environnement. Impressionnant. On a le droit de choisir la manière dont on vit. Il y a quelque temps, mon ami, celui que j'appelle mon père d'art, Jean-Bernard Cousinet, m'a invité à réaliser une exposition. Je me suis exprimé par l'art lors de l'éco-festival de Pellegru. Et de là, j'ai découvert des choses incroyables. Qu'on pouvait s'exprimer à travers différentes manières. Non seulement par la parole, mais aussi par l'écrit, mais aussi par les relations que l'on a, un regard, un geste. Et ça compte. J'ai après une expérience au Garage Moderne écrit un livre qui s'appelle Les 7 Renaissances, manifeste d'expression libre pour changer le monde en toute humilité. Et c'est ce dont à quoi j'invite toutes les personnes malades, toutes les personnes qui n'osent pas parler, toutes les personnes qui pensent être trop pauvres, qui pensent ne pas avoir assez de vocabulaire. Je les invite à prendre la parole, quels que soient leurs mots. Aujourd'hui, je soutiens une vingtaine de projets.
Et pour chacun de ces projets, je porte cette parole-là. Mais j'invite chacun des personnes que je rencontre à prendre la parole. Et je suis là pour les filmer s'ils le désirent. Et selon vous, qu'y a-t-il derrière moi, si ce n'est un message? Qu'y a-t-il derrière moi, si ce n'est de l'espérance? Qu'y a-t-il derrière moi, si ce n'est la France? Avec le SAM de Mérignac, le premier club sportif avec 7000 adhérents, on a mis en place une cellule de cohésion sociale. Et j'étais hier avec des jeunes pour les motiver à faire du sport. Mais peut-être qu'on n'utilise pas le bon langage. Peut-être qu'on n'utilise pas le bon message. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les amphithéâtres qui réunissent des gens bien pensants pour changer le monde sont vides parfois. Et je veux mener à ce changement. Chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte peut avoir un message, doit se reconnecter à ses racines pour exprimer ce qu'il veut. Et enfin, pour conclure, je n'irai pas plus loin. On aura l'occasion de parler plus tard et plus amplement. La parole, c'est le pouvoir. Prenez-la. Et faites-en bon usage. Merci. Bien, merci Farzad. Eh bien, je crois que c'est l'occasion d'appliquer ce que tu nous proposes, de prendre la parole. Oui. Alors, qui est-ce qui prend la parole? Moi, j'ai été interpellée par la remarque que vous avez faite sur la culture de l'oubli. Je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense qu'en ce moment, nous vivons dans une société de commémoration. On n'arrête pas de commémorer. Alors, certes, je pense que c'est important, puisque ça permet, ça participe d'une certaine forme d'éducation et de lutte contre l'oubli, mais je pense que ces commémorations rituelles, etc., ça nous bloque un peu un regard sur l'avenir. Ça nous enferme un peu dans un vécu. Et moi, je pense qu'il faut se projeter quand même sur l'avenir, ne pas oublier pour ne pas refaire Les mêmes erreurs. Ah, voilà. Ça, parce que je m'aperçois aussi que pour certaines choses, on oublie ce qui nous arrange. Exact. On nous fait oublier ce qui est dérangeant. Ce qu'il y a, si je peux vous répondre, c'est que Bien sûr. la commémoration devient un rituel. Dès lors que ça devient un rituel, une habitude, une routine, comme je disais, c'est la première phrase que j'ai citée, hein, une fois n'est pas coutume, dès que ça devient coutumier, on perd parfois le sens. J'avais une amie qui me disait, je médite tous les matins, mais aujourd'hui je n'éprouve pas le même plaisir et la paix que j'éprouvais au départ. C'est normal. Parce qu'en fait, dès lors que ça devient une routine, eh bien le message, le sens même se perd dans la routine. Et c'est là où on se dit, on se reconnecte. Oui, il y a la commémoration, mais pourquoi? À chaque fois on se dit pourquoi. Mais moi, ce qui me gêne dans les commémorations, c'est que ce sont toujours pratiquement les mêmes personnes que l'on voit au même lieu, aux mêmes endroits. On pourrait faire une étiquette 2012, 2013, 2014, et vous avez pratiquement les mêmes visages. Oui. Et moi, ça me gêne. Bah alors rien ne nous empêche d'évoluer, de changer, d'innover, de Et créer des choses. Voilà, alors, il y a, c'est peut-être des réflexions à mener sur la façon de commémorer, mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans ça. Exact. Ou du moins, projeter à la suite d'une commémoration, se projeter sur l'avenir. Ce n'est pas le symbole qui fait le sens, c'est le sens qui fait le symbole. Nous sommes d'accord aussi. Marie-Jo? Le problème, c'est que les commémorations sont des commémorations officielles, institutionnalisées. Pourquoi on a tant fêté la révolution de 1789? Parce qu'elle a permis de ne pas fêter 1793. Il me semble qu'il y a là une vision des phénomènes du passé qui permet, par des commémorations officielles, de cacher d'autres événements plus importants ou qui demanderaient une autre vision des choses.
Eric. Oui, le problème c'est que il y a des commémorations exagérées comme certains l'ont dit, et d'autres qui devaient être au moins rappelées dans les commémorations ne le sont pas parce que tout simplement ils n'ont pas de pouvoir. Moi je pense que la meilleure des choses de ne pas oublier, de n'oublier personne, c'est d'enseigner l'histoire telle qu'elle à nos enfants. Parce que la commémoration se base sur l'histoire, sur le passé. Et si l'enseignement de l'histoire n'est pas fait dans une société, on va vers l'oubli, et c'est normal qu'aujourd'hui, les Français ne connaissent pas l'histoire française. Est-ce que je peux apporter... Il n'y a que ceux qui sont spécialistes dans l'histoire qui connaissent l'histoire de la France. Quand on parle de l'histoire de la France, c'est-à-dire l'histoire de la France d'une manière globale. Tu sais, il y a une chose. L'histoire, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont on la tourne et dont on l'explique, chacun d'entre nous, qui sommes autour de cette table, va avoir une interprétation de cette histoire. Chacun d'entre nous, s'il a à l'expliquer, à le raconter, va le raconter avec une couleur certaine, va le raconter avec des émotions, va le raconter avec sa propre réalité. En fait, ce qui compte dans cette histoire et dans cette commémoration et dans ce rituel finalement, c'est qu'est-ce que ça apporte à la personne qui va être en connexion avec cette histoire. Quand moi je pense à la Seconde Guerre mondiale, je me dis mais qu'est-ce que ça apporte comme message? Je me sens responsable en fait, réellement. J'étais pas né, et je me sens responsable. Quand je vais rejeter une personne, quand je vais ne pas dire bonjour à une personne, quand je vais attiser la haine, quand je vais abandonner quelqu'un, je vais pouvoir lui permettre finalement d'asseoir sa haine. Si ensuite lui, sa haine, eh ben, il arrive à l'exprimer et qu'elle prend écho dans un système politique, dans un système social, économique, comme l'a été le cas d'Hitler, eh bien je serai responsable de sa naissance. Eh bien je serai responsable d'une nouvelle guerre. Marie-Jo. Oui, à propos des commémorations, lorsqu'on regarde ce qui se passe en France, que ce soit pour la guerre de 14-18, pour la guerre de 39-45, on s'aperçoit que les citoyens français ont laissé ces cérémonies commémoratives aux mains des militaires et des anciens combattants qui souvent n'ont pas combattu dans ces guerres-là. Alors je vais donner un exemple concret, l'exemple de Codéran, c'est un quartier de Bordeaux pour ceux qui ne connaissent pas. En tant que parti communiste de Codéran, nous allons à la commémoration du 8 mai avec notre petite gerbe, etc. Mais il faut chaque année se battre pour pouvoir envoyer quelqu'un en même temps que les personnalités officielles de la cérémonie. Et l'an dernier, ils n'ont absolument pas voulu qu'on aille avec eux, il fallait qu'on aille après. Alors, les gens qui ne voulaient pas, c'était quoi? Des anciens combattants qui ne vu leur âge. Hein, parce qu'ils avaient mon âge à peu près, donc voilà. Ou des plus jeunes, anciens combattants qui n'ont pas fait de hein. C'était eux qui dirigeaient la cérémonie et les représentants d'un parti qui avait bien lutté quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la libération de la France se retrouvaient relégués en fin de cérémonie officielle. Pourquoi ça s'est passé? Parce que, regardez, la commémoration du 14 juillet, qu'est-ce que c'est devenu? Un défilé militaire. Alors, le 14 juillet 1789, certes, il y a eu la prise de la Bastille, mais en fait, rien ne disait qu'on allait continuer à avoir une armée puissante et tout ça, puisque tout était remis en cause. Pourquoi est-ce que selon vous, on attrape un cancer si on fume trop? Je suis désolé d'intervenir comme ça. Excuse-moi. Je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'on attrape un cancer si on fume? Juste ça, juste ça. C'est pas automatique, mais on augmente notre probabilité d'attraper un cancer si on fume. Dans la servitude volontaire, la Boétie dit ça, justement. Que nous choisissons nos dirigeants. Que nous choisissons le système dans lequel on est.
il ne peut pas dire ça, le Boétie. Pourquoi? Parce qu'à son époque, on ne choisissait pas les dirigeants. Le roi était roi, fils de roi, et les citoyens, enfin, c'était même pas des citoyens, les sujets n'avaient rien à dire. Donc tu ne peux pas dire... Alors comment est-ce qu'il a pu penser ça à cette époque? Non, ce que dit la Boétie, c'est comment un peuple de... Combien il y avait d'habitants à l'époque? Une vingtaine en France? Une vingtaine d'habitants en France à l'époque. La population. 2 millions, tu parles. Ouais. Bon, 20 millions, oui, c'est ça, 20 millions. bon, c'était à peu près la population stagnante de l'Ancien Régime. Donc, comment 20 millions de gens pouvaient accepter d'obéir à un seul? Voilà ce qu'il faut. Voilà. C'est ça la servitude volontaire. Hein. Et ils ont accepté, ils l'ont choisi. Non. Tout Non, comme ils nous l'ont avons pas choisi. Mais non, ils l'ont pas choisi. Ils ont choisi d'obéir. Et nous avons choisi d'obéir aussi. Voilà. Bon, j'arrête. Non, mais c'est très court. Ça avait bien commencé, mais bon, Encore après, 5 ça minutes. commence à se dégrader un peu. Et non, ce que je voulais dire, c'est pour l'histoire de commémoration, c'est toujours, on l'a bien compris, à notre âge, et c'est les puissants qui écrivent l'histoire. Et je viens de lire dans les journaux qu'on va payer, je ne sais pas combien, aux victimes juives. Et les chemins de fer français va payer ça. Oui. L'État. Oui, mais bon, la France. Oui, mais nous. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne les paye pas aux gitanes, aux homosexuels qui ont été tués, aux grands millions de soviétiques. Et voilà. Et puis tout simplement aux poilus qui sont morts là. Oui, non, mais c'est pour ça. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. L'histoire toujours a été écrite pour les puissances. On n'a pas les pouvoirs, on n'écrit rien. Comment est-ce que vous pouvez dire ça alors qu'on est au siège du Parti communiste français? Que ce sont les riches qui écrivent l'histoire. C'est le peuple qui écrit l'histoire. Et qui aujourd'hui travaille? Qui aujourd'hui réalise les choses? Si demain chaque personne qui prend la parole dit ce sont les puissants, ce sont les riches, ce sont les grandes économies, ce sont les grandes entreprises, on travaille cette réalité-là. Mais si demain chaque personne dit « je fais cette réalité-là, je décide d'agir dans ce sens-là, je refuse l'histoire qu'on m'a vendue, je refuse l'arbre qui est dans le pot, qui est posé sur le bitume, je veux planter l'arbre dans le sol. » Ah, mais je trouve très bien ça. Le peuple fait l'histoire. Le peuple fait l'histoire. Ça va faire une très belle séquence. Hein. Les riches donnent une fausse histoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fini? On a encore 2 Très bien. minutes. À moins 20, on passe la parole à David. Non, quand même, ça fait plaisir qu'un jeune prenne la parole. Oui, oui. Bien sûr. Très bien, bravo. Ah, et puis il a le sens de la construction de l'image. Il va arriver loin, hein. Président, Bon, faut lui en paix. encore des questions? Pas de questions? Juste, moi je voudrais dire Michel. une chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'a bien plu, Une minute. à savoir que, merci, je sais pas, à savoir que donner la parole aux autres, à ceux qui n'interviennent pas, parce que c'est pas forcément facile, mais ça me paraît très capital, quoi. Que chacun puisse être citoyen et prendre la parole, parce que prendre la parole, ça suppose pas seulement de répercuter ce qu'on a dans la pensée, mais on se forme aussi quand on parle, on crée des pensées, etc. Et c'est nécessaire, et je le dis d'autant plus que moi, je connais quand même le milieu, donc je suis d'origine ouvrière, et après j'ai eu des fonctions dans des salons dorés, et j'ai compris qu'il fallait surtout pas avoir de complexe, et là on a matière à dire. Voilà. Merci. Bien. Oui, merci. Merci, Tarzan, de cette intervention.